déjà, on a les premières réactions. Jackson Likongola, depuis Kisangani, province de la Chopo, il dit la RDC, pays cher à Lumumba, souffre beaucoup je pense qu'il veut dire souffre beaucoup plus d'un problème de type d'homme. C'est un pays qui a des beaux textes, mais la mise en application de ces derniers pose problème. Comment expliquer que toutes les années, les discours de nos dirigeants reviennent toujours gérer durablement et de manière responsable l'écosystème face au changement climatique? Nos dirigeants devraient être plus pragmatiques et non toujours de nous faire des chapelets de bonnes intentions. Jusqu'à présent, le gouvernement souminois n'a rien encore fait. Espérons peut-être que cette année. Christian Cassé, c'est toujours depuis Kisangani. Lorsqu'on se retrouve face à un programme gouvernemental pluriannuel, il est aisé de l'évaluer au moins au bout d'une année. Cependant, nous ne pouvons pas nous empêcher d'évaluer le programme Judith Souminois. Les causes d'échec de tout le gouvernement qu'a connu la RDC depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir sont liées le plus souvent à la violation des principes budgétaires, vecteurs d'une bonne exécution du programme du gouvernement. À titre illustratif, je peux citer celui de sincérité budgétaire qui les interdit c'est celui qui les dit, toute surestimation et sous-estimation des dépenses et recettes du budget en RDC. On se rend compte que ces derniers n'est pas respecté. La violation des règles liées à la chaîne des dépenses lors de chaque exercice budgétaire où on constate des crédits budgétaires exécutés en toute violation de la procédure. Malheureusement, pour y remédier, les contrôles politiques exercés par les parlements et des façades, les contrôles juridictionnels exercés par la Cour des comptes est quasi inexistant. Pour s'en convaincre, l'année passée, le Parlement a déclaré recevable la loi portant reddition des comptes qui nous permettait d'évaluer la différence entre les prévisions et les résultats définitifs. Malgré les scandales observés lors de l'examen de ces derniers, c'est une longue réaction. L'aspect socio-économique demeure précaire, les revenus nationaux n'étant pas distribués équitablement. Seuls les gouvernants politiques tiennent les coups. Peut-on parler de la vie socio-économique dans un pays où les structures de base sont défaillantes? Carrément, chaque année, c'est toujours le même problème. La solution à cela doit être le contrôle sans complaisance du Parlement vis-à-vis du gouvernement. Au gouvernement d'axer sa gestion vers les résultats. Hippolyte Kapanga est à la mise en onde de ce magazine, Paul Bayayama et Nelson Nyombe à la vidéo, Julie Feza Bongonda en assure la réalisation et la coordination, à la présentation Guy Maté. Allô. C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour. En tout cas, j'étais très ravi par rapport à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence des interviews. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé. L'intouchable, dans ce pays, n'existe pas. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h. Encore une fois, bienvenue dans ces nouveaux numéros des Paroles aux auditeurs et merci à tous ceux qui ont déjà réagi sur la page Facebook, aussi qui se sont inscrits pour réagir. Nous parlons, comme je l'ai dit, aujourd'hui du bilan de l'action du gouvernement souminois en 2024 sur le plan socio-économique et sécuritaire. Et pour échanger sur ce sujet, nous recevons ici au studio Patrick Mouyaya, il est ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement. Bonjour, monsieur le ministre Patrick Mouyaya. Bonjour, monsieur Guy. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi et mes vœux le meilleur pour la nouvelle année. Merci de vous être déplacé jusque dans nos studios. Nous en profitons aussi pour vous présenter à vous ainsi qu'à toute votre famille nos vœux le meilleur pour cette nouvelle année 2025. Merci beaucoup. D'abord, monsieur le ministre, nous sommes le 13 janvier 2025. Comment se porte aujourd'hui la République démocratique du Congo de façon globale? Écoutez, vous posez une question complexe. Ça dépend par quel bout nous voulons commencer à y répondre. Mais je dirais que la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo nous empêche évidemment de dire que la République démocratique du Congo se porte bien, parce qu'on ne peut pas penser bien se porter en ayant toutes ces populations déplacées
toutes ces populations qui subissent les affres de la guerre du fait justement de la volonté criminelle du président rwandais. Ça, c'est sur un point, le point de vue sécuritaire, mais sur les autres aspects, vous pouvez noter avec moi, j'ai suivi les réquisitoires que vous avez lus tout à l'heure de certains compatriotes. Je me rends compte qu'il existe encore davantage de fossés dans la perception de la situation générale du pays, parce que il faut pas rêver. Avec le président Tshisekedi, nous faisons des pas des géants. Mais la nature des problèmes auxquels nous faisons face, depuis en tout cas l'installation du gouvernement, nous ne pourrons pas y répondre tel que le Congolais le souhaite. C'est pour ça que nous disons toujours qu'il serait plutôt souhaitable de faire une petite gymnastique pour essayer de juger du bilan du président ou de notre bilan en fonction de moyens que nous avons mobilisés et en fonction de problèmes qui se posent. Mais ici, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment dans les secteurs de l'éducation. On va revenir peut-être sur la gratuité et ce qu'elle représente. Et aujourd'hui, pour le président Tshisekedi, nous devons regarder comment cette gratuité monte au niveau de l'enseignement secondaire, au-delà de l'enseignement élémentaire. Mais on veut parler de couverture santé universelle avec le premier volet du programme de la maternité, de la maternité gratuite qui touche beaucoup de provinces et qui est en phase d'expansion. On peut aussi parler, par exemple, du programme de développement local de 145 territoires. On peut aussi parler au plan économique, parce que lorsqu'on parle de budget, lorsqu'on parle des finances, il faut pas oublier que nous sommes en programme avec les institutions du Bretton Woods. Et à la dernière revue, c'était plutôt encore insatisfait parce qu'on n'avait jamais atteint un tel niveau de performance de ce point de vue. C'est pour vous dire simplement que nous, lorsque nous regardons les signaux par rapport à où nous avons trouvé le pays et par rapport à où le pays se porte aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès. Et les signaux sont comment aujourd'hui? Vous dites? Les signaux? Mais si vous regardez le signal au plan économique, regardez la taille du budget qui n'a pas cessé de croître chaque année. On ne va pas nous satisfaire de la taille du budget que nous avons, parce que justement... C'est tout de sa répartition? Vous dites? C'est tout de sa répartition? La question... D'abord, même avant de parler de la répartition, la question de sa hauteur. Ce n'est pas suffisant par rapport à nos besoins, mais nous mobilisons au maximum. Parce que vous savez que les budgets, c'est ce que génère l'économie. Au plan de l'économie, on n'a pas peut-être besoin de recenser les nombres d'entreprises ou comment nous mobilisons les ressources, mais il faut observer que, en tout cas, depuis que le président Tshisekedi est là, les budgets est en constante progression. Il faut observer que, de la même manière que nous évoluons dans les budgets, que dans certains portefeuilles de projets, et par exemple dans les projets qui sont financés par les institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, nous avons fait des progrès. Je pense qu'on n'a jamais autant absorbé des moyens dans le projet en RDC que maintenant. Et donc, c'est pour vous dire simplement que nous... Et les réalisations sont palpables? Écoutez, nous sommes dans des multiples secteurs. Je peux vous donner des indications. Lorsque, par exemple, on construit des rocades à Kinshasa dans le cas du financement chinois, on peut construire 150 km de route. C'est Kinshasa, vous restez peut-être dans la ville de Kinshasa. Mais je vous donne un exemple, parce que nous faisons l'itinérance avec le président de la République, justement pour s'assurer que l'action du gouvernement touche aux différentes provinces. Nous avons été à Mbuji-Mayi il y a quelques semaines. Nous y étions pour la campagne électorale. Mais si vous allez à Mbuji-Mayi, la voirie de Mbuji-Mayi est totalement transformée. Ce sera le tour des Kananga dans le prochain jour et partout d'ailleurs, parce que l'objectif ici, et c'est cela la particularité de l'action de notre gouvernement, et dans les cas du budget 2025 justement, on va faire de gros investissements en province. On a commencé avec les 145 territoires parce que la République démocratique du Congo, c'est pas Kinshasa, même sur le côté de Kinshasa, il y a aussi des efforts à faire et qui sont en cours d'ailleurs sous la direction du gouverneur Bumba en termes de voirie, pour être sûr que nous avons soulagé, qu'on a permis aux populations de se déplacer. Et donc, ici, c'est simplement les besoins de rassurer les uns les autres que les problèmes sont pris en main et nous y apportons des solutions. On espère que cette fois-ci, le gouvernement va donner beaucoup plus de moyens aux provinces. C'est parce que les provinces se sont plaintes depuis toujours du fait qu'elles ne reçoivent pas assez de moyens. Il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat à faire parce que
lorsque, par exemple, le président de la République pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse sur la Constitution, je pense qu'il y a des choses qui doivent être recadrées, notamment sur les fonctionnements de province. En novembre dernier, nous étions en conférence de gouverneurs à Kalemi, où, pour la première fois, on a voulu directement associer les assemblées provinciales. Parce qu'en réalité, nos provinces ont eu du mal à fonctionner du fait de l'instabilité politique. Du fait justement de cette querelle permanente entre les gouverneurs qui serait aussi, selon une certaine opinion, instrumentalisée par Kinshasa. C'est des querelles. Non. Les tireurs de ficelle seraient la question, c'est pas d'abord l'instrumentalisation. La question d'abord, c'est que c'est une querelle entre guillemets de pauvreté. Nous avons 26 provinces. Si vous devez regarder les capacités contributives de ces provinces et ce que ces provinces génèrent pour répondre aux besoins d'éducation, de santé ou d'agriculture qui sont des compétences exclusives de provinces, ça pose véritablement problème. La problématique de la retenue de 40% à la source, c'est une question permanente parce que dans certaines provinces, si on retient 40%, on sera en mesure de ne rien faire en réalité. C'est difficile justement dans le contexte où il y a des provinces qui sont plus nantis que d'autres, de dire que si nous faisons la retenue à la source de la manière la plus stricte, et que si certaines provinces doivent se suffire pour des besoins de compétences exclusives, je parlais de santé, d'éducation et d'agriculture, beaucoup de provinces ne vivraient pas. Mais la caisse des péréquations est là justement pour... La caisse, justement, il faut faire attention. La caisse des péréquations n'est pas faite pour ça. La caisse des péréquations est faite pour attraper des retards en développement, spécifiquement sur des questions des investissements. On prélève, je pense, une quantité dans les autres provinces. Il y a une caisse qui existe. Aujourd'hui, il faut peut-être discuter de sa mise en œuvre, mais c'est pas celle-là, c'est pas cette caisse-là qui va suffire aujourd'hui pour régler tous les problèmes qui n'ont pas été réglés pendant des décennies. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, on investit dans toutes les provinces en même temps, dans tous les territoires en même temps dans le cadre du programme PDL 145 territoires. Alors, sur le plan socio-économique, il y a beaucoup de défis. Vous avez relevé notamment la gratuité de l'enseignement, la santé universelle. Et là, il y a aussi cette question de la création d'emplois. D'ailleurs, les premiers piliers, c'est comme nous l'avons rappelé, construire une économie diversifiée et compétitive pour qu'il y ait plus d'emplois et protéger les pouvoirs d'achat des ménages. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir les chiffres même approximatifs? Écoutez, si vous avez besoin de chiffres chiffres approximatifs, je pense qu'il faut vous rapprocher de l'ONEM ou du ministère du Travail qui fait le travail de recensement quotidien. Mais il y a des emplois qui ont été créés. C'est ce qu'il faut retenir, bien évidemment. Ce qu'il faut retenir ici. À travers quel mécanisme? Bon, écoutez, les emplois sont générés. Vous êtes journaliste à Radio Capi. Je suis sûr que pour votre famille, vous avez au moins un cuisinier, un lavandier. C'est un travail ou pas? Je pense que de ce point de vue, il faut qu'il y ait une vraie discussion. Parce que, au-delà de ce que nous considérons comme travail dans les formels, il y a beaucoup d'emplois qui s'est créé, que nous générons même dans notre environnement, qu'on n'arrive pas à recenser. Mais ici, la problématique principale, et c'est pourquoi le président de la République a fait de l'emploi sa première priorité, c'est que lorsque vous faites le tour du pays, lorsque vous faites le sondage dans le pays, vous vous rendez compte qu'en réalité, au-delà de la sécurité qui est restée la première priorité, la priorité d'un pays qui est essentiellement peuplé des jeunes, c'est l'emploi. C'est pour ça justement que le président de la République l'a désigné comme le premier engagement parmi les 6 engagements qu'il avait pris. Et aujourd'hui, il faut considérer que de ce point de vue, il y a des actions qui sont faites. Peut-être qu'il faudra faire un travail de recensement au niveau de l'ONEM ou du ministère du Travail, où ce travail de comptage d'emplois générés, c'est fait. Mais bien au-delà, on a parlé des situations socio-économiques, vous pouvez observer, j'ai lisé encore ce matin, que les prix des denrées alimentaires commençaient à baisser. Ça, peut-être qu'on aura une discussion, mais c'est très bien. Voilà. C'est très bien de le dire parce que c'est pour vous dire justement que nous faisons ce que nous disons. Voilà. Et où en est-on aujourd'hui avec toutes ces stratégies visant à protéger les pouvoirs d'achat des ménages, écoutez, comme l'avait promis la Première ministre des Mais c'est ce qui est en cours. Peut-être qu'on ne fait pas toujours attention à ce qui est positif et c'est bien dommage. Regardez depuis que Madame la Première ministre Judith Suminho est là,
regardez les cadres macroéconomiques, regardez les taux de change, regardez les niveaux d'inflation, vous allez vous rendre compte qu'il y a baisse et que le taux de change est stabilisé. C'est la première méthode justement pour s'assurer qu'on préserve le pouvoir d'achat. Parce que lorsqu'il y a des fluctuations sur la monnaie des références qui est le dollar américain, forcément nous perdons tous à un même moment. Et donc vous avez observé aujourd'hui que les taux de change est resté dans un taux qui n'a pas bougé depuis 2 mois, premièrement. Et deuxièmement, vous allez observer que le prix du carburant a baissé. Voilà. Vous allez observer que le prix des denrées alimentaires ont baissé. On parle des biodis, on parle le riz, le sucre, le lait en poudre, le poisson salé. Félicitations pour ce travail. Mais il ne faudrait pas que les efforts se limitent à ça. Mais non, écoutez, nous comme gouvernement, nous ne satisfaisons pas de ça. Autant nous disons que c'est encourageant et que les compatriotes peuvent voir que les engagements que nous prenons, c'est des engagements que nous respectons. Parce qu'avec le président de la République ou la première ministre, nous sommes dans un discours de vérité. Et donc, les efforts doivent continuer, non pas seulement parce qu'on a baissé les prix de denrées de première nécessité, les efforts doivent considérer notamment pour booster la production locale et être sûr que nous commençons à produire ce qu'il nous faut pour nous nourrir. Et donc, vous voyez que nous avons beaucoup de travail à faire. Nous nous disons, lorsque les progrès sont faits, c'est bien que cela soit reconnu, mais pour nous, nous considérons que les coûts qui viennent sont les plus importants parce que c'est ceux qui nous permettront de consolider à la fois la baisse de prix, mais de nous assurer que le Congolais, nous avons suffisamment commencé à produire pour donner de la nourriture et répondre aux besoins élémentaires de nos populations. Voilà, on va revenir sur la question socio-économique, mais si le plan sécuritaire, c'est aussi un autre défi auquel le gouvernement a fait face en 2024, quand nous parlons de la situation sécuritaire qui affecte la partie est du pays. Et nous voyons les groupes armés qui sévissent en Ituri. Nous voyons la guerre que nous imposent les EDF au Nord Kivu et en Ituri. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de nous focaliser sur ces conflits que nous imposent les Rwandais à travers le M23. Et si l'année 2024 a été caractérisée par les cessez-le-feu, on a vu, n'est-ce pas, des efforts qui ont été fournis sur le plan diplomatique avec ces va-et-vient entre Kinshasa et Luanda. Mais malheureusement, ces efforts se sont soldés par un échec. C'est l'annulation, n'est-ce pas, de la tripartite des Luanda. Et depuis lors, on a l'impression qu'on a affaire à un vide. Et on se demande, après cette annulation de la tripartite des Luanda, c'est quoi la suite ? Il n'y a pas de vide, justement, parce que la suite, c'est quoi ? Nous aurons l'occasion peut-être de parler du rapport du groupe d'experts des Nations Unies, qui est revenu sur des pans entiers du conflit que vous abordez, mais par rapport au processus de Luanda, il n'y a pas de vide. Il y a eu un constat, parce qu'il fallait conduire le président rwandais jusqu'au bout de sa logique, c'est lui l'obstacle à la paix. C'est établi que c'est lui le parrain, ou mieux dire en langage local, c'est l'autorité morale du M23 qui a refusé, et il a d'ailleurs justifié ça dans ses dernières vociférations, de signer l'accord qui devait sanctionner, je pense, à peu près 2 ans des discussions du processus de Luanda depuis qu'il a été lancé. Mais pourquoi justement ? Parce que nous avons détricoté systématiquement ces mensonges cousus de fils blancs sur tissu noir. Le premier mensonge, c'est les discours de haine à RDC, ce qui n'est pas vérifié dans les faits. Le deuxième mensonge, c'est la problématique de réfugiés. Il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que de réfugiés congolais au Rwanda. Encore qu'il faut vérifier l'identité de ces réfugiés à travers un véritable processus de profilage, parce que nous connaissons les idées derrière. Et il a réussi à l'avouer encore dans les jours passés, parce que en réalité, le problème du président rwandais, c'est de croire qu'il faut revenir sur ce qui a été fait à la conférence de Berlin. Son problème, c'est l'expansion. Son problème, c'est le vol systématique de ressources minières de la RDC. Et pour ça, il faut maintenir cette partie de la RDC dans une situation d'instabilité permanente en créant, récréant, créant encore. Les derniers nés en date, c'est les mouvements terroristes M23. Et donc, lorsque nous avons commencé... Est-ce qu'il n'est pas en train de profiter d'une certaine léthargie des dirigeants congolais, parce que il y a aucun, cette façon de faire,
On la connaît depuis longtemps. Mais est-ce qu'on avait pris des dispositions pour prévenir cela? Ce que je peux vous dire, c'est que la léthargie, justement, c'est le terme qu'il ne faut pas utiliser qu'on ne peut pas utiliser aujourd'hui parce que jamais, depuis les débuts de ces conflits dans l'Est, le président rwandais n'a eu une réponse aussi musclée. Et ces réponses, nous les donnons sur 5 axes. Il y a une réponse militaire, il y a une réponse diplomatique, il y a une réponse économique, il y a une réponse judiciaire et il y a une réponse médiatique. Sur les militaires, on aura peut-être le temps d'y revenir, mais sur la diplomatie, c'est ce dont nous parlons. Vous pouvez observer avec moi que le Rwandais est de plus en plus isolé. Si son allié de toujours, la Grande-Bretagne, commence à l'épingler, justement et à juste titre pour ses crimes commis en RDC et pour son refus de contribuer au retour de la paix, ça vous donne une illustration. Le temps de la diplomatie, c'est celui-là, mais aujourd'hui, vous pouvez observer que partout, le président rwandais est contraint de s'expliquer matin, midi, soir. Les taiseux d'hier devient bavard d'aujourd'hui. C'est illustratif, justement, de comment il est mis au coin du mur. L'autre stratégie, non de moindre, c'est la stratégie économique. Aujourd'hui, vous avez suivi que Apple a décidé de ne plus s'approvisionner dans la région. Mais pourquoi ils ne les font plus? Parce que nous avons commencé, nous l'avons mis en demeure et nous sommes en justice avec Apple, justement, parce que nous pensons qu'ils se sont approvisionnés illicitement et ils ont profité de la contrebande orchestrée par le Rwanda pour profiter de nos minerais, notamment le coltan. Si nous allons sur le front judiciaire, bientôt en février à Arusha, il s'ouvrira un procès contre le Rwanda. Si nous voulons venir au front médiatique, aujourd'hui nous sommes mobilisés parce que vous savez qu'est-ce qui se passe avec le Rwanda. Vous avez eu récemment le rapport du groupe d'experts est sorti. La première réaction au Rwanda, la stratégie repose à 1. Nier, 2. Renier, 3. Renier, 4. Renier. Ensuite, après avoir nié les évidences, parce qu'ils ont été attrapés la main de l'État, qu'est-ce que nous faisons? Ils inoculent les poisons rwandais. Les poisons rwandais, c'est la manipulation, c'est l'industrialisation du mensonge, parce que le Rwanda, en réalité, l'autre volet, c'est l'empire du mensonge. À renfort des trolls et des faux comptes sur les réseaux sociaux, pénétrer les réseaux sociaux congolais pour distiller des mensonges et penser pouvoir travestir la vérité, changer les faits. Rien de cela ne pourra se faire parce que nous avons aujourd'hui même la presse mobilisée pour dénoncer toutes ces fake news et ces campagnes massives d'intoxication de nos populations qui s'est fait à travers la dilution, l'inoculation de ce poison. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, sur la question de l'Est, nous avons un tableau de bord. La solution militaire est à un point, diplomatique, etc. Et nous sommes sûrs que le moment venu, la combinaison de ces stratégies nous permettra de finir cette guerre une fois pour toutes. Je vous rappelle qu'elle dure depuis presque 30 ans. Merci, bienvenue ici, vous nous rejoignez sur Radio Kapi, vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui du bilan de l'action du gouvernement souminois en 2024 sur les plans socio-économiques et sécuritaires. On en parle avec notre invité, vous l'avez compris, Patrick Mouyaya, il est ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler au 099 706 80 79, 099 706 80 79. Nous allons donc à présent ouvrir le standard avec ces auditeurs qui sont déjà en ligne, qui veulent donner leur point de vue. Nous sommes ici à Kinshasa avec Maître Elodie. Maître Elodie, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, on vous écoute, Maître Elodie. Je vous salue, je salue les auditeurs, je salue l'invité de ce matin, monsieur le ministre Mouyaya. Et je voulais vraiment, pour gagner du temps, réagir par rapport à ces sujets aussi importants et pertinents en ce début de l'année. Il est vrai, monsieur le journaliste et chers auditeurs, que les programmes que le gouvernement souminois avait suscité beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Hein. Apparemment, vous avez allumé, je ne sais pas si c'est une radio ou une télé. Essayez de vous éloigner de ça, s'il vous plaît, madame Elodie. Oui. Je disais que le gouvernement souminois avait suscité beaucoup d'espoir dès sa nomination d'ailleurs, avant même qu'elle ne présente son gouvernement, ou son programme plutôt à l'Assemblée nationale. Mais la réalité aujourd'hui est qu'il manque de résultats concrets par rapport disons, aux piliers tels que repris, tel que vous avez repris au début de l'émission et tel qu'il a été présenté à l'Assemblée nationale.
Et moi, je pense que c'est cette absence des résultats concrets doit être analysée de manière objective parce qu'il y a des causes qui sont structurelles et des causes qui sont conjoncturelles. Moi, j'ai l'impression que souvent, lorsqu'on fait l'analyse, on se limite aux causes qui sont conjoncturelles sans pour autant aborder les causes qui sont structurelles. Et à entendre Monsieur le ministre, même s'il dit que le gouvernement ne s'autosatisfait pas, mais on peut sentir qu'il y a vraiment le décalage entre la réalité que vivent les Congolais et la perception que les autorités, que le gouvernement de la République a de ses actions. Et c'est là qu'il y a un problème majeur parce que tant qu'on ne sait pas faire un diagnostic sérieux, on ne pourra pas trouver des solutions qu'il faut aux problèmes qu'il faut. Et moi, je pense que l'élément fondamental ici, sur lequel je voulais intervenir, c'est l'absence de leadership visible, qui est une cause structurelle et qui nécessite d'être vraiment abordée avec tous les sérieux pour espérer aux résultats concrets. Merci. Monsieur le journaliste et chers auditeurs, aujourd'hui, parce que le ministre venait de parler sur les 3 points, l'aspect socio-économique, sécuritaire et environnemental, même s'il n'a pas abordé, mais ne fût-ce que sur l'aspect socio-économique. Vous savez, et vous venez de le dire d'ailleurs avant le début de l'émission, à la radio on a suivi, les médecins sont en grève, donc dans une partie de la République, et c'est un seul élément de l'aspect socio-économique qu'on peut aborder. Et il a parlé lui-même de la santé, la couverture santé universelle. Malgré tous les efforts qu'on peut dire, qu'est-ce que le Congolais peut retenir? Aujourd'hui, les gens sont en train de mourir. Maintenant, là qu'on est en pleine émission, les gens sont en train de mourir parce qu'ils sont refusés dans des hôpitaux parce qu'ils ne peuvent pas se faire soigner. Et le ministre, lui, non, il dit que ça va, la couverture santé universelle évolue très bien, d'ailleurs, dans certaines provinces. Voilà seulement un élément qui, si on l'analyse, vous vous rendez compte que non, il y a les Congolais qui regardent une situation et merci, d'autres Madame qui regardent. Et moi, je dis qu'il faut absolument qu'il y ait une analyse sérieuse et travailler. Le Premier ministre doit vraiment asseoir un leadership suffisant. Merci, on a compris. Vous n'allez pas monopoliser la parole. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent aussi intervenir. Insuffisant. Le pays a besoin de leadership fort, on a compris. Capable de transcender les jeux merci. De pouvoir interne et imposer une vision claire merci, des madame. Réformes structurelles. Merci, madame. Il y a l'absence d'une vision claire. Merci beaucoup, madame Elodie. On a compris. Mais je crois que je ne sais pas s'il y a un autre auditeur qui va réagir, mais je crois que Madame Elodie elle-même, elle se trompe dans les diagnostics justement parce qu'elle ne peut pas, par exemple, revenir sur ce dont on a parlé, vous par exemple, pour donner un exemple précis sur ce que le Congolais consomme tous les jours. Vous avez salué le fait que les prix ont baissé et dire qu'il n'y a pas, un diagnostic. Non, mais je vous ai dit, c'est moi qui vous ai dit tout à l'heure que nous faisons des provinces la priorité. C'est pour ça que justement le président de la République s'y rend. Lorsqu'on parle de diagnostic sérieux à faire, mais le diagnostic a été fait. C'est pourquoi le président de la République a proposé la réponse en termes de 6 engagements, en commençant par l'engagement de l'emploi. Lorsqu'elle parle d'absence de leadership, je ne sais pas ce qu'elle entend par absence de leadership, parce que je vous ai donné depuis les débuts des réponses précises aux préoccupations qui sont données. Les problèmes structurels dont elle parle, c'est justement, je ne voudrais pas parler de la part de l'héritage, mais constatons-nous tous, moi je suis né en 82, j'ai l'impression que depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais véritablement investi dans ce pays et que nous avons commencé une descente vers la pauvreté qui ne fait que s'accroître, notamment avec le poids démographique. Il y a la responsabilité générale des uns et des autres dans les choix que nous faisons, notamment en termes de maternité, etc. C'est pas les lieux pour les débats, mais ici, je les disais en introduction de cette émission, si vous voulez, et Madame Elodie, je l'ai entendu, ça veut dire qu'elle peut regarder, apprécier les bilans des départs lorsque nous sommes arrivés et ce que nous avons fait.
Les actions que nous faisons, c'est des actions qui vont concourir. Solutions conjoncturelles que vous proposez souvent, en lieu et place des solutions mais justement, les structurelles, structurelles, ça s'est construit justement. Lorsque nous avons été pendant de longues décennies ici, on n'a pas trouvé des réponses, par exemple, pour la nécessité de l'application de la disposition constitutionnelle qui impose que les enfants doivent aller à l'école gratuitement. C'est aussi un problème structurel que nous avons commencé à résoudre. Lorsqu'aujourd'hui, le président de la République travaille, parce qu'on parle justement du secteur de la santé, à donner des soins de santé de qualité à bas prix à tous les Congolais à travers de programmes de couverture santé universelle, c'est des problèmes justement structurels qu'on a trouvé des réponses. Et justement, non, qui a commencé, mais il faut faire attention, parce que pour arriver à le faire, il faut que cela soit financé quelque part. Et je vais terminer parce qu'elle parlait justement de la grève des médecins. Il faut savoir que nous, régulièrement au Conseil de ministres, pratiquement tout le vendredi, la première ministre et chef du gouvernement revient sur la nécessité pour nous de maintenir un dialogue. J'ai des collègues, les collègues de budget des finances ou de la fonction publique passent des nuits à négocier avec les syndicats. Et en l'occurrence, mais à des résultats, regardez, dans les secteurs, dans les sous-secteurs de l'éducation, dans les sous-secteurs de l'enseignement supérieur, dans les régimes généraux de l'administration, nous ne nous satisfaisons pas lorsque nous faisons ces progrès parce qu'il est de notre devoir. Merci. Mais lorsque, en l'occurrence, la semaine dernière, j'ai discuté avec le ministre de la Santé, la discussion ne porte pas sur ce qui devait être payé, mais sur ce qui doit être payé pour les mois qui viennent. Il y a un syndicat qui s'obstrue et qui pense que les choses doivent être faites suivant c'est que ce n'est pas la réalité de tous les syndicats dans les secteurs de... Donc il faut éviter justement cette généralisation. Beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir. Sylvain Amagui. Sylvain, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, Sylvain. Soyez concis, parce qu'on n'a pas tous les temps. Il y a beaucoup de gens qui doivent intervenir. Oui, je voudrais saluer les ministres, mais j'ai comme l'impression que nous sommes en train de jeter nos responsabilités sur les pays voisins, sur les Rwandais. Mais si les ministres, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez très bien avec moi que les articles 90, 91 jusqu'à 93 de notre Constitution, consolidés par l'article 120 et 126 du Code pénal militaire, définit clairement que lorsqu'on parle d'un État, pas d'une nation, c'est son indépendance. C'est l'intégrité de son territoire, c'est sa sécurité, c'est la forme républicaine de ses institutions, ce sont des moyens de sa défense et de sa diplomatie, c'est l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement, mais c'est aussi les biens socio-économiques de base. Retenez bien sûr à travers les 6 piliers du gouvernement congolais. Messieurs les ministres, moi je voudrais réfléchir avec vous en termes simples, puisque vous semblez présenter les problèmes du Congo comme une mathématique compliquée, alors qu'elle est très simple. Disons, ces problèmes-là sont très simples. Est-ce que nous sommes d'accord avec vous que peut-être beaucoup de moyens sont logés pour les institutions politiques que pour les besoins urgents du Congo? Je suis d'accord avec vous, messieurs les ministres, que le Congo a un grand problème. Et j'étais très content de votre franchise. Vous êtes né à 82. Et donc, vous avez une lecture nette de ce qui se passe dans ces pays. Je ne voudrais pas revenir sur toutes les avancées que vous avez insinuées dans vos expressions, messieurs les ministres. Mais moi, je me dis, en termes de défis, moi, je me situe seulement sur 2 problèmes, 2 piliers. La sécurité et l'économie. Vous êtes d'accord avec moi, messieurs les ministres, que la RDC a pris la posture d'externaliser les problèmes du pays. Chose pour laquelle je ne suis pas d'accord avec vous. Ce pays est géré par les Congolais. Et vous, dans votre gouvernement, vous savez que vous restez avec 4 ans. Ce ne sont pas des bilans de lamentation que vous allez nous présenter, messieurs les ministres, à la fin du compte. Puisque soyez aussi rassurés, vous êtes en train de poser un jalon que les autres viendront gérer. Peut-être c'est moi demain qui serai président de la République, après Félix. Ou ça serait peut-être vous. Donc, ne venez pas au studio, messieurs les ministres, excusez-les-moi. Je vous dois tout votre respect. Venons discutons des problèmes et des moyens de solutions. La sécurité du Congo est notre affaire à nous. Si les Rwandais et d'autres pays viennent chez nous, et vous le dites, puisque je vais dire quelque chose sur le plan économique, viennent chez nous pour chercher nos minéraux, c'est puisque nous leur avons ouvert nos frontières. Voilà, et sur le plan économique... Maintenant, parlons de l'économie. Allons rapidement, allons rapidement. Messieurs les ministres, excusez-moi, monsieur Marcel, je ne suis pas là. Non, c'est Guy Maté. Messieurs les ministres, sur le plan économique,
Comment voulez-vous qu'avec l'extraversion économique de notre pays, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui, nous puissions dire que cette économie va avancer? Les mines que nous avons, on y a passé des Chinois d'une manière illégale. Vous êtes au courant en tant que porte-parole du gouvernement. Mais aussi des officiels congolais, avec leurs membres de famille, les autres, sont dans l'exploitation aussi illicite. Mais comment voulez-vous que nous puissions aller? Je termine par dire, aucune économie du monde ne peut fonctionner sans la production intérieure. Ça fait aujourd'hui 6 ans, monsieur le ministre, que vous êtes au gouvernement. Pendant 6 ans, quelles sont les mesures structurelles que vous avez mises en place pour relancer l'économie congolaise, puisqu'elle demeure extravertie? Merci. Et le secteur de la transformation n'y est plus. Merci Sylvain, on a compris. Jean-Arthur Kabamba depuis Kinshasa. Jean-Arthur, bonjour. Oui, bonjour Guy Maté, bonjour au ministre Patrick Mouyaya. Jean-Arthur, allez-y, posez votre question. Merci beaucoup. Et j'aimerais dire ceci, Guy Maté, pour bien évaluer les bilans du gouvernement, il faut évaluer chaque ministre dans son secteur. La Constitution nous dit ceci à l'article 93. Chaque ministre est responsable de son secteur, en d'autres termes, de son département. Qu'est-ce qu'il fait? Il applique les programmes du gouvernement dans son ministère, le programme qui a été donné par le président de la République. Puisque quand vous lisez le programme du gouvernement à son introduction, vous allez voir, le présent programme découle de la vision du président de la République. Chaque ministre doit agir selon le programme qui a été donné par le président de la République. Après cela, quand il agit ce programme, il le fait sous la direction et la coordination du premier ministre aujourd'hui qui est Judith Suminwa. Par après, il continue à statuer par des voies d'arrêté, selon aussi l'article 91. Mais si nous voulons évaluer chaque ministre dans son secteur, on va voir qu'il y a d'autres ministres qui continuent toujours à dormir sur leurs oreillers. Voilà, nous envisageons de faire des émissions secteur par secteur, donc ayez votre mal en patience, comme on dit. Mais ici, nous avons les ministres qui est les ministres les plus transversales, en fait, qui peut parler de tous les secteurs, et même s'il n'entre pas dans le détail, mais au moins il a des éléments par rapport à chaque secteur. Et nous allons donner la parole maintenant à l'auditeur qui appelle. Je vais citer Guy Maté. On n'a pas assez de temps. Allez-y rapidement. Quand vous demandez les bilans, ce n'est pas Mme Suminwa qui va agir dans chaque secteur. Non, c'est chaque ministre. Bon, pour citer, puisque vous me coupez, il y a d'autres personnes. Félicitations au changement des nouveaux narratifs, Patrick Mouyaya, Constant Moutamba, puisque pour bien évaluer la totalité du gouvernement, il faut évaluer chaque ministre. Alors, c'est ce que j'allais dire. Il faut lire l'article 91 de la Constitution et l'article 93 Merci. Pour comprendre. Félicitations aussi au troisième ministre qui vient de marquer son but et le ministre de l'économie. Alors, merci, on a compris. On rentre à Kinshasa avec Maître... on était toujours à Kinshasa en fait. Là, on est toujours à Kinshasa avec Maître Omar Kigalou. Maître Omar Kigalou, bonjour. Maître Omar Kigalou, est-ce que vous êtes là? Apparemment, il est là, mais... Je vous écoute. Voilà, bonjour Maître Omar. Bonjour M. Guy Maté, mes vœux le maire à M. le ministre de la Communication. Merci à vous aussi, cher Omar. Allez-y. Merci du verbe. Je suis parmi le rare Congolais qui apprécie beaucoup ce qui fait Patrick Mouyaya. Nous devons nous reconnaître vivants. Voilà pourquoi je les félicite. Mais en parlant du diagnostic, M. le ministre, Madame Elodie a donné un diagnostic. Vous avez estimé que c'était faux. Moi, je voudrais dire à tous les Congolais, gouvernants et gouvernés, il ne faut pas dire oui à tout parce qu'on est de l'union sacrée, ou encore dire non à tout parce qu'on est de l'opposition. Il faudrait être rationnel. La fois dernière, vous avez relativisé la situation du Kasaï et les gouverneurs, vous avez contredit.
Être chef, c'est aussi savoir écouter les points de vue de nous, populations qui vivons. Là, vous parlez du Kasaï central. Je parle du Kasaï central. C'était pour faire une mise au point au ministre avec tout le respect que je lui dois. Sur le plan politique, je commence par là. Il y a un problème sérieux, monsieur le ministre. On constate depuis un moment une intolérance et des arrestations arbitraires vis-à-vis du politique de l'autre bord. Je prends le cas de Moukébaï, de Kikoun, de Jakindala, et récemment, un des membres de votre union sacrée, pour avoir dit la vérité, il a été vilipendé et convoqué à Kinshasa. Alors, si on fait un tour ailleurs, Brice Hortefeux, qui était le porte-parole de Sarkozy, a même contredit son chef dans tout le respect. Emmanuel Macron, alors ministre des Finances, a contredit François Hollande, son chef, par rapport à sa politique économique. La liberté d'expression n'existait plus, même vis-à-vis des membres de l'Union sacrée. Sur le plan sécuritaire, il y a encore des problèmes. Moi, j'apprécie. On n'a pas seulement le rôle de critiquer. À Kinshasa, avec l'opération Dobo, les calmes est revenu tant soit peu. À l'Est, on sent quand même les efforts diplomatiques et défensifs, même s'il y a encore des poches de tension qu'il faille reculer. Sur le plan judiciaire, j'applaudis le courage et l'audace de M. Moutamba. Non seulement viabiliser les ONG, a aussi canalisé les recettes judiciaires, mais fait aussi des efforts avec des enquêtes. Ça, on peut apprécier. Sur le plan économique, pour finir, parce que lorsque l'économie tousse, la politique est enrhumée. C'est les poumons de toute nation. Sur le plan positif, en termes économiques, on apprécie ce qu'a fait M. Fouamba. Il a aussi les salaires des agents de l'État. Il a aussi élevé les institutions budgétaires. Mais sur le plan négatif, M. le ministre, on évalue l'économie d'un État par rapport à 6 secteurs. L'eau, l'électricité, l'accès aux revenus, l'emploi, l'éducation et la santé. Vous le savez bien, les statistiques les démontrent. À ce jour, combien de Congolais ont accès à l'eau potable? Moins de 50%. Combien de Congolais ont accès à l'électricité? Moins de 30%. Combien de Congolais ont accès aux revenus? Nombreux ne travaillent pas. Combien de Congolais ont accès à l'éducation? Il y a une gratuité, mais c'est une éducation de qualité. Merci, maître. Combien de Congolais ont accès aux soins de santé? De manière générale, on applaudit. Il y a encore des efforts qui doivent être faits. Voilà pourquoi j'en appelle à la volonté politique, à la gestion rationnelle des finances, mais aussi aux critiques bienveillantes pour aider le gouvernement. Je dis et je vous remercie. Il y a des efforts qui doivent être faits. De manière générale, on applaudit, mais il y a encore des efforts qui doivent être faits. Écoutez, Maître Kigalo qui conclut ainsi. Allez-y. Je pense qu'il Donc, il y a Sylvain, Jean-Arthur, il y a Maître Omar Kigalo. Voilà, oui, je pense que je veux répondre. J'espère que vous m'accorderez le temps, parce que vous avez laissé des gens poser des questions qui sont pertinentes. Laissez-moi aller dans le détail, parce que justement, si nous acceptons, je suis presque tout le mois devant l'émission Parole aux auditeurs, parce que nous, notre gouvernement a la différence, celle d'être d'abord redevable de ce que nous faisons, du pouvoir ou des responsabilités qui nous ont été conférées. Et je pose une problématique principale. Notre économie est extravertie depuis 50 ans. Mais pensez-vous que cela peut être renversé en 5 ou 6 ans? Parce que je suis désolé, mais j'ai l'impression que logiquement j'en non. arrive. Je ne prends pas n'est-ce pas, la défense des auditeurs. Hein. Logiquement non. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour je vais diversifier l'économie congolaise? En arriver, s'il vous plaît, parce que qu'est-ce qui est il faudrait que ceux qui nous suivent, nous soyons sur la même longueur d'onde. Je l'ai dit à la première phrase dans cette émission. Nous n'avons pas aujourd'hui, malgré tout l'engagement du président de la République, la prétention de dire que nous allons régler tous les problèmes des Congolais. Parce que lorsque notre ami dit que 50% n'ont pas d'eau, 30% n'ont pas accès à l'électricité, mais depuis quand cette réalité existe? Mais il faut regarder depuis que nous sommes là. Peut-être qu'il faut qu'on aille de manière un peu systématique pour vous donner des réponses dans ce qui est fait. Lorsque les directeurs généraux de la Régie des eaux, qui participaient avec moi au briefing à Kananga, dit que dans la ville de Kananga, il n'y a même pas 300 abonnés de la Régie des eaux. C'est un vrai problème. Mais on va commencer un projet, le plus grand projet de la région bientôt, où on va même construire un barrage pour alimenter de l'eau toute la province du Kasaï occidental, du Kasaï central et Kananga. Et donc, il faudrait être nous-mêmes, lorsque nous voulons critiquer les gouvernements, faire un petit effort pour dire ils sont arrivés à quel moment. Lorsque nous sommes arrivés, le pays était dans quelles conditions? Et où est-ce que nous projetons le pays? Lorsque nous on est arrivés, sur l'armée, combien on investissait?
notre appareil diplomatique était dans quel état? Il est dans quel état aujourd'hui? Tous ces arriérés... Parlons de ce qui tous s'est fait ces arriérés, non, Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Non, s'il vous plaît. C'est crucial de répondre à ces questions parce qu'il faudrait, c'est la beauté justement de l'exercice, il faut que les Congolais qui nous suivent prennent notre point de départ et ils nous jugeront mieux. Et vous allez voir que depuis 2019, ces pays a commencé véritablement à changer. Mais mon cher ami, lorsqu'un arbre pousse, il prend du temps. Parce que justement, on ne va pas faire d'un paradis social dans un désert économique, parce que vous parlez des diversifications de l'économie. Aujourd'hui, protocole de Maputo, je pense, n'est pas me tromper, plus de 11% du budget est consacré au secteur de l'agriculture, parce que justement, c'est là qu'on peut à la fois répondre à nos impératifs de nourriture quotidiens, mais c'est là aussi qu'on peut commencer la véritable diversification, parce que lorsque vous produisez, vous transformez, vous industrialisez, et ça va de pair. Je voudrais même vous épargner de ce qui s'est fait. Moi, je suis co-rédacteur du Code de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ce qui est fait dans ces secteurs. Je ne voudrais pas vous parler du nombre de Congolais qui, grâce à l'ARSP, ont aujourd'hui accès à la sous-traitance. Mais pourquoi nous faisons tout cela, justement? Parce que nous voulons outiller les Congolais qui s'y trouvent. Maintenant, je veux revenir sur ce que Sylvain disait en liminaire. Moyen de sa défense, la diplomatie, reconstruire l'État. Mais oui! Mais pourquoi pensez-vous alors que dans le progrès 145 territoires, on construit des bâtiments administratifs? Nous n'avons pas externalisé les problèmes. Lorsque lui qui est en Ituri sait que les ADF qui opèrent dans une partie des Ituri et dans le Grand Nord, c'est des Ougandais. On n'externalise pas le problème. C'est ce que nous avons trouvé comme problème. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons mutualisé... Qu'est-ce que le gouvernement fait pour mettre fin à cette situation? Nous avons mutualisé nos efforts avec l'armée ougandaise. Et aujourd'hui, les ADF, même s'il reste une menace parce que c'est des terroristes qui sont reconnus, mais les gros de leurs dispositifs, de leurs sanctuaires, ont été détruits dans les cadres de ces opérations. On a parlé des économies qui sont faites, on a parlé des diplomaties. La diplomatie, c'est pas seulement rencontrer les autres pays. La diplomatie, c'est la machine elle-même. Nos diplomates, comment ils sont payés. Aujourd'hui, si vous faites le tour, moi je suis heureux lorsque je vais en France ou en Belgique, je circule dans des véhicules de l'ambassade. Il n'y en avait pas il y a une dizaine d'années. Et donc ça veut dire que nous, avec le président Tshisekedi, nous avons commencé à rebâtir les fondamentaux, les fondements de la grandeur de ce pays. Et puis, plus rapidement par rapport à l'intolérance politique, hein, il a parlé des cas de Mike Mkebai, de Seth Kikuni, de Jacques Ndala. Je voudrais... Ça, c'est que sur ces points-là spécifiquement, n'oubliez pas que nous sommes dans une démocratie. Moi qui vous parle, il y a une loi qui porte mon nom. Et dans cette loi, nous protégeons les journalistes principalement et toutes les prises de parole qu'ils font. Mais il faut ne pas oublier les contextes dans lesquels nous sommes et que les libertés ne s'exercent pas en défaveur des libertés des autres. Lorsque vous êtes en porte-à-faux avec les besoins, par exemple, aujourd'hui, de cimenter l'unité nationale, lorsque vous tenez des discours qui tendent à créer la division, pensez-vous qu'on doit laisser ces discours prospérer dans un contexte de guerre? Et c'est même pour ça, j'aurais voulu qu'on parle de la responsabilité des médias, parce que Radio Okapi a été épinglé. Il ne faut pas oublier que nous évoluons dans un contexte de crise qui requiert de notre côté l'unité. Lorsque je vous parle de l'inoculation quotidienne du poison rwandais, la désinformation, les fake news, comment on y répond? Est-ce qu'on doit laisser prospérer en République démocratique du Congo, au nom de la liberté d'expression, des discours qui ont tendance à nous diviser, des discours qui ont tendance à raviver la haine tribale? Parce que justement, aujourd'hui, nous on a procédé par exemple au retrait de l'accréditation d'Al Jazeera, parce que justement Al Jazeera fait de l'apologie du terrorisme. Lorsque vous choisissez, et vous mettez en garde TV5, RFI et France nous 24. rappelons justement, y compris à vous Radio Okapi, nous rappelons la responsabilité qui est la vôtre par rapport au contexte de crise. Qu'on ne vous trompe pas, lorsqu'il y a eu le 11 septembre aux États-Unis, lorsqu'il y a eu le 11 septembre aux États-Unis, non, la question c'est pas de reproches spécifiques. La question c'est de vous rappeler les contextes dans lesquels nous évoluons pour éviter que la manipulation qui peut partir de partout ne puisse passer par vous. C'est juste un rappel.
On ne remet pas en cause votre professionnalisme, mais on vous rappelle le contexte dans lequel le pays se trouve. Et personne ne va nous empêcher. C'est discutable, monsieur le ministre. C'est discutable. C'est discutable. On écoute personne monsieur personne ne va nous empêcher à nous, gouvernement, de nous assurer que nous avons protégé les Congolais de la manipulation et des discours qui tendent à nous diviser. Allez-y, on me dit que l'auditeur n'est plus là. Mais justement, dans ce que je disais, donc, il faut regarder au dernier Conseil supérieur de la défense, on en a parlé. Lorsqu'il y a des efforts qui doivent être faits au plan diplomatique, ils se font. Mais dans les cas du plan médiatique, il faut qu'aujourd'hui que le Congolais de Dilolo comprenne les enjeux de la guerre que nous avons dans l'Est. Il faut que le Congolais de Songololo le sache, mais on ne le saura de quelle manière. À cet effet, il faut que le gouvernement puisse donner l'information officielle à la presse, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous sommes là. Et c'est pourquoi nous faisons régulièrement de briefing. Mais il y a un effort à faire, davantage, pour s'assurer dans un contexte de propagation des fake news et des désinformations, que vous, les médias, que vous êtes mobilisés avec nous, non pas pour faire la propagande, parce que c'est jamais ce que nous vous demandons, mais pour vous assurer que vous contribuez à l'œuvre de la construction de la paix. Et c'est ça aussi le sens, par exemple, de la mission de Radio Okapi. Et donc ici, parce que nous commençons à tendre vers la fin, j'aurais voulu revenir sur des choses qui ont été dites ici par Maître Omar Kigalou ou encore... Oui, il y a quand même un élément, un point important. Et demain, on aura la paix dans ces pays, parce qu'on espère que la guerre va prendre fin. Mais la guerre ne prendra pas la fin parce que vous le dites. La guerre prendra fin parce qu'il y a un président de la République, un gouvernement de militaires et des services qui travaillent avec les moyens du bord tous les jours pour ramener la paix. Et ça va arriver. Qu'est-ce qui sera fait pour, cette fois-ci, stopper ce cycle infernal des conflits armés? Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer tout à l'heure. Parce qu'en réalité, les mécanismes que vous mettez en place, M. Sylvain Nagy a parlé de la reconstruction de l'État. Est-ce peut-être qu'il faut qu'on aille à l'origine de ces problèmes? Ces problèmes commencent quand? Non, on ne va pas rappeler l'histoire. Hein. Mais justement, c'est pour vous dire que nous, aujourd'hui, nous avons fait les... Pour que demain, l'on ne dise pas qu'il y a un autre groupe armé qui a pris les armes, qui cherche à déstabiliser la RDC. Je vous rappelle justement... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parallèlement aux efforts de paix, qui est en place. Il y a un nouveau responsable, d'ailleurs. Mais est-ce qu'il est financé, ces programmes? Non, mais écoutez, laissez-moi vous donner la réponse. PDDRCS, RAD, c'est des programmes qui ont été créé par le gouvernement justement parce qu'il faut donner des réponses à tous ces jeunes qui vont dans l'armée. Il y a des nouveaux dirigeants qui ont été désignés, des moyens seront mis à disposition parce que nous voulons que cet impératif puisse être réglé pour nous permettre de ramener la paix, de donner de l'emploi, de donner une alternative à ces jeunes qui pensent qu'ils peuvent vivre par les armes. Les derniers mots, c'est que le temps est insuffisant par rapport aux préoccupations qui sont exprimées par les Congolais. Mais je voudrais ici rappeler la détermination du président de la République et de la première ministre en face des problèmes qu'on n'a pas résolus pendant des longues décennies. Et aujourd'hui, il faut considérer que le Congo a entamé le virage vers sa refondation, vers son développement. C'est ce à quoi nous nous attelons et l'idéal serait que tout le monde souscrive à ces schémas de réforme portés par le président de la République. C'est par là que nous terminons cette émission. Nous disons merci à notre invité Patrick Muyaya, ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement. Merci aussi à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Hippolyte Kapanga qui était à la technique, Paul Baganyama et Nelson Nyombe à la vidéo et Julie Feza Bongonda qui l'a réalisé et coordonné sous la supervision de Martin Sobujangwe à la présentation Guy Maté. Merci encore une fois de plus. Bonne suite de programmes sur Radio Okapi et meilleurs vœux chez vous. On se retrouve demain avec un autre thème.